Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour l'épisode 1 des nouveaux défis de la protection sociale de la négociation collective. Comme vous en avez désormais l'habitude, nous allons partager les témoignages, les expériences de plusieurs branches professionnelles, d'entreprises, de confédérations sur le thème de la négociation et du déploiement des dispositifs destinés aux aidants. Béatrice et moi allons avoir le plaisir d'animer à vos côtés cette heure d'échange, de débat. Un petit détail technique avant de commencer, vous retrouverez à droite de votre écran un onglet sondage et chat. D'ailleurs, normalement, une question va vous être posée immédiatement. Avant de commencer nos échanges, on va lancer une petite vidéo pour que tout le monde soit à jour et qu'on puisse partager les mêmes notions. Donc je vous propose une petite vidéo sur les aidants. Y a-t-il des salariés aidants dans votre entreprise? Si on vous parle de Pierre, agent technique et papa de Julien, enfant en situation de handicap, Sonia, manager qui s'occupe de sa maman de 75 ans qui vit encore chez elle, ou Christine, comptable qui s'occupe de son conjoint victime d'un AVC il y a 6 mois. Mais qu'est-ce qu'un aidant? Un aidant, c'est une personne qui s'occupe quotidiennement d'un proche dépendant, malade ou en situation de handicap. En quoi cela concerne mon entreprise? Aujourd'hui, 20% des salariés sont des aidants. En 2030, avec l'allongement de la vie, ils seront 25%. En somme, ça peut être chacun d'entre nous, aujourd'hui ou demain. Quelles conséquences pour l'entreprise? Être aidant, c'est devoir jongler en permanence entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Cela peut avoir des répercussions dans tous les domaines, notamment dans le travail. Difficultés d'organisation, difficultés de concentration, stress, fatigue, voire épuisement ou même burn-out. Et générer des absences répétées. Cependant, ces salariés sont aussi une richesse pour votre entreprise. C'est pourquoi des solutions existent pour vous aider à les accompagner et à prévenir les risques liés à leur situation. Quelles sont les solutions? Vous pouvez ouvrir le dialogue en créant un climat de confiance pour permettre aux salariés aidants d'évoquer leur situation dans l'entreprise, sensibiliser l'ensemble des salariés à la thématique des salariés aidants, informer les salariés aidants sur leurs droits, congés de proche aidant, dons de jours de congé, aménager leur temps de travail en développant le télétravail ou en donnant de la souplesse horaire, par exemple. Vous pouvez également négocier un accord salarié aidant avec vos partenaires sociaux. Je pense qu'après s'être tous remis à niveau sur les aidants, on voulait vous rappeler en fait avec Mathias qu'une quinzaine de branches ont déjà mis en place dans le cadre du DES et des fonds dédiés des aides à destination des aidants qui viennent en complément de l'action institutionnelle, donc propre bien sûr à chaque organisme assureur qui accompagne les branches. Malakoff Humanis est très engagé sur cette thématique des aidants et je voulais vous repartager 2 slides pour vous rappeler ce dont vous bénéficiez dès à présent avec l'accompagnement et l'apport de l'action sociale Malakoff Humanis et que vous pouvez utiliser en complément de tous les dispositifs dont on va parler. Il y a toute la thématique autour de la sensibilisation, de la formation, de l'accompagnement, donc avec à la fois des ateliers, de l'info, de l'orientation, et puis de l'expertise qu'on met à disposition sur différents sujets, les sujets connexes à celui des aidants, qui sont la parentalité, le handicap, bien sûr, les questions aussi de santé mentale. Et donc, là, on vous rappelle et vous retrouverez tous ces éléments donc, bien sûr à l'issue de notre webinaire et également un rappel, la brochure qui rappelle en détail tous ces dispositifs, mais c'était pour vous les partager. Il y a déjà beaucoup de choses et bien sûr, on travaille à l'aménagement branche par branche de ces dispositifs dans le cadre de ces aides. Et donc, après cette introduction, je vous propose maintenant, on a beaucoup de chance ce soir, puisqu'on accueille avec nous Jean-Manuel Kupiec, qui est conseiller auprès du DG de l'OCIRP. Et il y a aujourd'hui, Jean-Manuel, beaucoup de publications sur les aidants. Malakoff Humanis a partagé à la communauté du comptoir des branches déjà sa dernière publication sur le thème. Et vous avez mené, de votre côté, une très large investigation
auprès des aidants et des partenaires sociaux dans le cadre de l'Observatoire OSIRP des salariés aidants et que vous suivez depuis très longtemps. Moi, j'avais une question pour vous, Jean-Manuel, et je pense qu'on se la pose aussi avec Mathias. C'est qu'est-ce qui fait l'acuité de ce sujet en 2022 ? Qu'est-ce qui fait que autant de branches et autant d'entreprises se sont mis et sont très actives sur le sujet de la négociation des dispositifs aidants ? Alors déjà, je voulais vous remercier de m'avoir invité sur ce sujet, qui est un sujet qu'on partage tous, Malakoff Humanis comme le CIRP. Pourquoi c'est un sujet ? C'est un sujet parce que on va laisser passer la crise Covid. C'est un sujet qui a été projeté en 2019 dans la négociation sur les branches. Sujet qui n'a pas été véritablement relayé parce que nous avons eu une crise sanitaire, mais que pour autant c'est un sujet de branche et d'entreprise. Et je pense que c'est un sujet qui est favorable quand on voit aujourd'hui la négociation avec la création de la 5e branche, la SNSA, et on voit bien comment ça se fait. Le sujet des aidants en salariés, proches aidants non professionnels, je précise, est un sujet de consensus. Et donc est un sujet de consensus, ça veut dire que c'est un sujet aussi de négociation. Donc je pense que c'est un sujet pour demain et pour nous, les institutions de prévoyance. Et peut-être une petite précision, Jean-Manuel, avant que vous continuiez sur les résultats de l'Observatoire. En fait, à la question qu'on a posée à la communauté du comptoir sur quel était le niveau de connaissance sur les aides et les dispositifs à destination des aidants, on voit que 38% de nos participants se sentent plutôt à l'aise. On a autant de participants qui se disent plutôt pas à l'aise et donc pas du tout à l'aise, 23%. Donc on voit que vraiment on a différents niveaux ce soir. Donc c'est pour ça qu'on vous propose cette partie de pédagogie avec Jean-Manuel. Bah écoutez, merci. C'est un vrai sujet. Aujourd'hui, effectivement, le sujet, c'est l'information, la communication. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'information, elle n'existe pas suffisamment. Alors, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. On va laisser la définition des proches aidants. Un point important, c'est dans ce sujet, la situation des proches aidants et l'impact dans le travail. Chiffre important, 39 ans, c'est la date d'entrée dans les danses. À 39 ans, on est junior, on n'est pas senior. C'est un vrai sujet et c'est ce baromètre sur 2021 qui nous a fait relever ce chiffre. L'âge moyen d'entrée, c'est 39 ans. C'est un chiffre important. D'autres baromètres donnent le même chiffre et je pense qu'aujourd'hui, à 39 ans, on est en activité professionnelle. Donc c'est un sujet d'entreprise et de branche. L'impact dans le monde du travail, eh bien, c'est très clair, hein. On passe combien de temps quand on est aidant ? On passe 8,3 heures par semaine à travailler auprès et à aider son conjoint, sa personne en situation de handicap, la personne âgée ou les maladies chroniques. Et ce sujet-là est un sujet important. Ce que je voulais dire au début, et ce que je n'ai pas dit, mais je vais le dire maintenant, c'est que quand on parle de transition, on parle toujours de 3 transitions, environnementale, écologique, numérique et digitale, mais il y en a une qu'on oublie toujours, c'est la transition démographique. Et cette transition démographique, on la voit dans ces 39 ans. Aider est une charge à titre à moyen terme. On voit que 80% des salariés, des proches aidants, aident entre 0 et 5 ans. C'est-à-dire qu'on est sur du temps long. Et ça, c'est un point important. La branche représente en général, depuis 2 à 3 ans, 33%. Donc, on est sur un sujet qui est du moyen terme, et ce moyen terme, il va falloir le gérer. Et donc on voit que si on a 39 ans et qu'en même temps on va gérer ses enfants et ses parents, c'est un point important. Situation des proches aidants et impact sur le travail. Alors on a créé un indice qui s'appelle Indice du bien-être des aidants, et cet indice, on l'a créé à travers d'un certain nombre d'items, c'est-à-dire de 12 items sur le fait comment le salarié se sent. Alors le salarié à titre personnel, le salarié avec ses proches, son entourage, ses collègues, ses supérieurs, l'entreprise, ses salariés dans leur évolution de carrière au sein de l'entreprise, et puis qu'est-ce que fait l'entreprise? Alors vous voyez qu'on a plusieurs choses, on a le salarié, on a ses collègues, on a l'entreprise, et puis on a aussi un sujet qui s'appelle le déni d'être aidant. Est-ce que je veux être un aidant? Eh bien, ce n'est pas forcément une réalité. Je peux avoir une notion de dire être le déni
non, c'est normal d'être aidant. Et est-ce que c'est un tabou d'être aidant? Là aussi, c'est un vrai sujet. Donc le vrai problème aujourd'hui qu'on voit, c'est que 26% des salariés ne considèrent qu'ils sont aidants vis-à-vis de leur employeur. Donc il y en a 75% qui ne disent rien. Donc un des problèmes, c'est de l'information et de la communication, et ça, c'est un vrai sujet. Aider est une charge à moyen terme, on l'a vu, 80% des salariés proches aidants, alors attendez, je vais dans l'autre sens, voilà. Un salarié proche aidant, un enjeu d'identification, 26% considèrent que, il se déclare aidant, 3 salariés sur 10 considèrent qu'ils n'ont pas qu'ils ne se considèrent pas comme proche aidant, et 52% ne considèrent pas non plus la notion de proche aidant. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, sur ce sujet-là, on est sur un sujet d'identification qui est majeur. En réalité, la loi ASV date de 2015, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, 7 ans plus tard, ce sujet émerge dans la société. Donc c'est une bonne chose, il n'est jamais trop tard. Pour autant, il y a encore un certain nombre de chemins à faire. Salariés aidants, un enjeu d'information, on voit que 65% des salariés considèrent qu'ils ne sont pas suffisamment informés, et 80% pour ceux qui sont non aidants ne comprennent rien. Donc si vous voulez, le vrai sujet, c'est comment l'information doit circuler dans l'entreprise. C'est un sujet de branche, c'est un sujet d'entreprise, c'est un sujet de partenaires sociaux. Les attentes, vous les avez. On a des congés de proches aidants rémunérés, des logiques des moyens financiers, des soutiens et des engagements horaires, des informations au titre des droits. Donc on voit bien que 79%, on est dans une logique d'amélioration de la situation des salariés au sein du monde du travail. Alors, ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les 5,52% en disant cet indice, vous l'avez là, dans une application dans l'entreprise et de la branche. On voit, on a 2 axes. On a un axe où l'entreprise va dire je fais beaucoup plus pour mes salariés, et puis vous avez le degré de l'aidance des salariés. Alors, vous avez des salariés qui sont tout en haut en violet, qui sont des aidants autonomes, c'est-à-dire que eux, l'entreprise est présente et ils ont une faible aidance d'une certaine façon. On a des salariés qui sont accompagnés, c'est-à-dire que l'entreprise est présente et ils ont une aidance qui est relativement lourde. Et en dessous, les 2 autres cartouches, si on pourrait dire, c'est des salariés qui sont vulnérables, ils rentrent dans ce sujet-là et ils sont un petit peu désarçonnés parce qu'ils ne sont pas présents sur ce sujet, l'entreprise ne fait pas grand-chose. Et puis, on a des salariés qui sont un peu désemparés. L'aidance est importante, l'entreprise ne fait pas grand-chose. Donc on a fait une espèce de cartographie par rapport à cet indice, et vous voyez que ce sujet-là est relativement important. Je rappelle qu'on a fait un sondage sur 3352 salariés, dont 1000 aidants. Donc on peut considérer sur le territoire français que c'est relativement significatif. Le point de vue des partenaires sociaux, ça c'est important. Le point de vue des partenaires sociaux, on considère qu'à 86%, c'est un problème de négociation dans les branches et que c'est quelque chose d'important et que c'est une logique de branche. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une logique d'entreprise, mais avant tout la branche a un rôle à jouer. Et que la branche à 64% considère aussi que s'occuper de ça, c'est un point important pour les partenaires sociaux, parce que c'est aussi une logique que l'entreprise et que le salarié soient complètement autonomes, et dit c'est la richesse pour le salarié d'être dans cette entreprise. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Manuel pour cet éclairage on l'a vu sur les différentes dimensions. Et maintenant, je propose que l'on prolonge, qu'on entame les échanges. Mais encore merci Jean-Manuel pour vraiment cette présentation d'études éclairantes qui nous montre que c'est un sujet de consensus, mais sur lequel beaucoup de choses restent à faire. Même tout reste à faire au niveau de la branche ou de l'entreprise. Donc encore merci. On va, pour lancer notre table ronde, la séquence 2 de nos échanges, je vais vous proposer de découvrir en vidéo un retour d'expérience des industries électriques et gazières et sur leur accord aidant qui nous a beaucoup inspiré. Juliette Crindal et Amélie de la Rochefordière n'ont pas pu être avec nous ce soir, mais justement, vous allez découvrir leur témoignage en vidéo et on vous retrouve dans 2 minutes avec le très beau plateau de notre table ronde. À tout de suite.
bonjour. Donc, je suis Juliette Crindal, je fais partie de la DRH du groupe Engie et je travaille plus particulièrement sur les sujets protection sociale. Bonjour, Amélie de La Roche-Fordière, je travaille chez EDF au pôle protection sociale et avantages sociaux, en charge également des sujets santé et prévoyance. Le fil directeur de notre négociation, ça a été de vouloir prendre en compte au niveau de la branche des IEG les évolutions sociétales autour de l'aidance, parce qu'on sait que le nombre de salariés aidants augmente de plus en plus sur ces dernières années et qu'on ne pouvait pas ne pas prendre en compte cette situation dans nos entreprises et que ça faisait partie de la responsabilité sociale de l'employeur que de trouver des solutions pour soulager le quotidien de nos salariés qui se retrouvent dans cette situation, pour essayer de faire baisser la charge mentale et leur permettre aussi d'éviter de prendre des arrêts maladie qui sont aussi pour les employeurs des sources de coûts non négligeables. Et donc pouvoir offrir des congés spécifiques pour nos salariés aidants ainsi que des aides et de l'assistance particulière pour eux, c'était aussi une source pour les employeurs de la branche de bien-être pour les salariés et de performance RH pour les employeurs. Alors en fait, notre accord est organisé autour de deux grands volets. Le premier, c'est un accord avec une assistance qui est apportée via une plateforme téléphonique dédiée aux aidants familiaux, avec deux niveaux. Un premier niveau qui concerne tous les salariés qui peuvent appeler pour se renseigner sur la situation des aidants et trouver des réponses en fait à leurs difficultés. Et puis un niveau plus abouti qui permet d'obtenir un certain nombre de services pour des salariés déjà engagés en fait dans un congé aidant, donc CPA, CSF ou CPP. Et puis le deuxième volet, en fait, c'est un volet financier, c'est-à-dire qu'on apporte une aide financière aux salariés qui prennent un des trois congés, donc congé de solidarité familiale, congé de présence parentale ou congé de proche aidant, donc une aide financière à la base de l'employeur qui est ensuite pour certains des congés remboursés par l'assureur avec lequel nous travaillons. En tout cas, c'est comme ça que le dispositif a été conçu en 2018 quand il a été mis en place. Le conseil qu'on pourrait donner, c'est de construire quelque chose d'assez simple parce que déjà à l'origine, les aides versées par la sécurité sociale sur les trois congés dont vous a parlé Amélie, c'est pas forcément un dispositif simple pour les salariés qui peuvent obtenir ces aides de la sécurité sociale. Donc après, il faut essayer de rechercher avec l'organisme qui vous accompagnera des solutions qui soient les plus efficaces et donc les plus simples possibles pour que justement ces aides puissent être utilisées de manière efficace. Nous sommes très nombreux ce soir et pour la première partie de notre échange, nous partagerons l'expérience et les conseils des industries électriques et gazières, des organismes de sécurité sociale qui ont toutes deux négocié des accords historiques à destination des aidants. Et nous allons pouvoir aussi directement répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas dans le chat à indiquer toutes vos questions tout au long de nos échanges. J'ai le plaisir de vous présenter vraiment un très beau plateau ce soir. Et encore merci à tous d'être là. Non, ça nous fait vraiment plaisir. Je vais commencer par Florence Puget, secrétaire nationale à la Fédération CFDT, Protection Sociale, Travail, Emploi. Alors vous avez tous beaucoup de casquettes. Si j'en oublie, n'hésitez pas après à me corriger. Et Eric Charnet, chargé de mission prévoyance et droits familiaux pour la Fédération CFDT Chimie Énergie, particulièrement pour les IEG. Éric Gautron, secrétaire général du SNFOCO, syndicat national Force ouvrière des cadres des organismes sociaux. Et, Michael Gérard, directeur des relations sociales institutionnelles à l'UCANS, donc l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
Donc on va essayer de ne pas mettre trop d'acronymes et donc là aussi de vous donner tout le détail. Donc moi je voulais commencer, je voulais remercier Eric et je voulais poursuivre finalement la vidéo qu'on a vue d'Amélie de la Rochefordière et de Juliane Crindal. Et je voulais savoir un peu, Eric, cette négociation s'est intégrée finalement dans le cadre plus large qui était celui de la refonte des droits familiaux des IEG. Qu'est-ce qui a été votre priorité dans cette négociation et la façon dont vous avez abordé le sujet des aidants ? Alors, notre priorité, c'était de répondre aux défis, de remplacer un droit qui était spécifique aux femmes et qui s'appelle le congé, qui était le congé mère de famille et qui était donc forcément discriminatoire par rapport aux hommes, qui était un congé qui existait depuis fort longtemps et qui donc était menacé de disparaître puisque s'il continuait, on pouvait être accusé de discrimination contre les hommes. Alors évidemment, on aurait pu se contenter, enfin, comme tout syndicaliste, d'étendre le congé aux hommes tel quel, mais dans une branche où il y a 25% de femmes et 75% d'hommes, c'était impossible d'obtenir ça de la part des employeurs. Donc il fallait négocier, ça c'était la contrainte, négocier quelque chose de nouveau, et donc on a abouti à un congé par an. Et dans la dynamique de cette négociation, c'était construire de nouveaux droits pour les salariés, et en particulier pour les femmes, puisque malheureusement, même si on fait des efforts pour faire évoluer la société, après avoir été mère de famille, souvent les femmes se retrouvent en situation d'aidant. C'est elles qui sont les premières aidantes. Et donc après avoir été pénalisées éventuellement comme mère de famille dans leur vie professionnelle, il ne fallait plus continuer à accepter qu'elles soient pénalisées ensuite en se retrouvant en situation d'aidante. Donc c'était ça notre objectif, reconstruire d'autres droits pour que la vie professionnelle des femmes ne soit plus pénalisée par le rôle que la société, malgré tous les efforts que nous faisons pour la faire évoluer, continue d'attribuer tendanciellement aux femmes. Et on peut espérer que dans quelques décennies, ça aura été bousculé, mais en tous les cas, en attendant, il y a des personnes qui sont confrontées à cette situation-là et qu'il faut absolument aider à sortir de la triple peine. Peine de la charge psychologique au moment où on est confronté à l'aide qu'on doit apporter à ses proches, peine financière quand on est obligé de prendre des congés sans solde ou autre pour y faire face, ou mettre entre parenthèses sa vie professionnelle, sa carrière et autres. Et puis au moment de la retraite, eh bien, c'est là que la femme découvre qu'elle n'a pas eu la même évolution professionnelle, ou elle a eu des trimestres en moins, etc. Et elle a une nouvelle pénalité. Donc il fallait absolument sortir de cette triple peine. Et Eric, votre dispositif, en fait, il est original parce qu'on va parler de plusieurs façons de financer les dispositifs aidants. Vous, c'est un dispositif assurantiel et donc justement qui permet de financer, de solvabiliser ces congés aidants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette mécanique et puis pour tous les partenaires qui réfléchissent à leurs futures négociations? Alors, nous avons eu quelque chose qui nous a aidés. Il se trouve que depuis quelques années, nous avions mis en place un régime de prévoyance de branche. Et du coup, j'en profite d'ailleurs pour faire une parenthèse. Souvent, on imagine les industries électriques et gazières comme étant la branche de deux très grosses entreprises, EDF et Engie. Les entreprises de notre branche, elles sont 160 quand même, avec des très petites entreprises. Donc, il ne faut pas imaginer que le dispositif que nous avons mis en place ne s'adresse qu'à des grandes entreprises, même si elles sont bien sûr tête de file dans la négociation et dans la mise en place. Il y a aussi des petites entreprises qui sont concernées. Et donc, nous avions la chance d'avoir un régime de prévoyance qui était financé par des cotisations obligatoires, avec, grâce à une bonne santé de la part des salariés des industries électriques et gazières, et également une bonne sécurité au travail, même s'il y a toujours des progrès bien sûr à faire. Et donc c'était un régime excédentaire. Donc ce régime excédentaire de prévoyance, il avait déjà été amélioré par ses prestations, plus de capitaux en cas de décès, des rentes meilleures pour les enfants, mais il y avait toujours des excédents. Alors on peut encore améliorer, ou on peut baisser les cotisations, et alors on a baissé les cotisations, mais il y avait toujours des excédents. Donc là, l'idée était d'utiliser ces excédents pour financer un autre type de prestations, et du coup de faire face à ce phénomène dont on a parlé et qui monte de plus en plus, qui est celui des aidants. Voilà. Donc c'est sûr que dans une branche où on a un régime qui engendre des excédents, c'est sans doute plus facile de négocier que dans une branche où il n'y a pas un dispositif excédentaire.
donc un nouveau dispositif adossé, donc qui a été financé par ces excédents, et quand même la mise en place de nouvelles garanties d'assurance. Hein, c'est bien ça. Hein, c'est pas seulement compléter, c'est ça cette mécanique. Oui, en fait, le congé en 2017, hein, le congé de solidarité familiale et le congé de présence parentale étaient 2 congés indemnisés par la sécurité sociale. Du coup, un régime de prévoyance pouvait verser des indemnités complémentaires à ces allocations de la sécurité sociale. Ça n'était pas encore le cas pour le congé de proche aidant. Donc ça allait à partir de cette année, et donc du coup, le congé de proche aidant va rentrer également dans le dispositif. Et donc nous avons négocié pour que pendant la période de l'un de ces congés, solidarité familiale ou présence parentale, le niveau de rémunération de la personne demandant à bénéficier de ce type de congé soit maintenu à 80% de sa rémunération nette avant congé. Et donc, et pour le congé de proche aidant, comme ça ne pouvait pas être une indemnité complémentaire de la sécurité sociale, là c'était les employeurs qui directement prenaient en charge 70% du salaire net si la personne prenait le congé de proche aidant habitant. Voilà. Et donc là, comme on continue à avoir un régime qui se porte bien, un régime de prévoyance qui se porte bien, et que par ailleurs le nombre de personnes demandant à bénéficier de ces congés de proche aidant n'est pas aussi important que nous pouvions, alors on ne peut pas dire l'espérer, mais en tout cas que nous pouvions l'escompter, eh bien nous avons négocié pour que ce montant de l'indemnisation passe à 100% du salaire net des personnes en congé d'aidance, ce qui fait que la personne qui est confrontée à cette situation n'a vraiment plus aucune pénalité financière, plus aucune d'être mise dans cette situation. Merci Eric pour ces explications et cette plongée dans le dispositif des IEG, et je pense que c'est beaucoup plus clair pour nous, nos participants. Michael Gérard, je vais me tourner vers vous. Vous avez signé le 13 juillet dernier un accord novateur et historique, j'allais dire même signé par l'ensemble des organisations syndicales. Est-ce que vous pouvez nous partager les grandes composantes de cet accord ? Effectivement, les grandes composantes, peut-être à l'origine indiqué qu'il y a 150 000 salariés, régime général de sécurité sociale, 78% de femmes, 44 ans de moyenne d'âge. Donc on est exactement dans la catégorisation des aidants tels qu'ils sont perçus en tant que salariés. Donc, partant de ce constat, partagé avec les organisations syndicales, on a senti une pression qui venait de différentes parts, effectivement de la part des salariés sur une situation vécue en tant qu'aidant d'un ascendant, d'un descendant, d'un collatéral qu'ils allaient rencontrer forcément d'une façon ou d'une autre au cours de leur vie professionnelle. Du côté des employeurs, la dimension forte déjà portée dans des accords précédents qui avaient été négociés au niveau de la branche, s'agissant du maintien dans l'emploi, de la lutte contre l'insertion professionnelle, et une faculté aussi sur un principe de solidarité qui est vraiment porteur dans le cadre des organismes de sécurité sociale, de pouvoir s'appuyer sur le régime de prévoyance pour avoir des modalités de financement en complément de dispositifs qui sont portés par l'employeur. Donc on a eu cette confluence en fait à ce moment-là de signaux qui ont convergé vers le fait qu'on s'est engagé dans une négociation selon le souhait des organisations syndicales et des employeurs pour créer des droits nouveaux qui puissent répondre à ces situations, considérant que sur le fond, on ne connaissait pas nos aidants et qu'il s'agissait en fait de rendre visible l'invisible. Et ce qui est toujours très compliqué en termes de portage, parce qu'il faut répondre aux besoins, il faut s'inscrire dans une politique large, il faut répondre de façon uniforme à l'ensemble des salariés, et c'est l'enjeu de l'accord de branche sur ce sujet. Mais en tant qu'employeur, on a aussi souvent ce rôle de fixer des limites, de fixer des priorités. Je ne sais pas quelles ont été les vôtres ou quelle était votre ligne conductrice un peu en tant qu'employeur. La ligne conductrice, en fait, partant de ce constat, c'est où est-ce qu'on en est et ce qu'on peut faire sur un premier accord.
Voilà, on avait des bases déjà existantes dans un accord précédent sur de l'aménagement de temps de travail notamment. Là, la cible, c'était vraiment d'amener le sujet. Et pour amener le sujet, forcément, il faut le rendre visible, comme je l'indiquais. Et pour le rendre visible, c'est de partir sur une dimension en entonnoir. D'abord de sensibilisation, information, par le relais des employeurs, des RH, des organisations syndicales aussi, un signataire sur le sujet, pour faire en sorte que chaque salarié puisse pleinement être acteur en fait, des acquis du dialogue social et puisse, dans son quotidien, pouvoir actionner des dispositifs, que chaque manager puisse être sensibilisé sur la dimension d'aidant, que chaque RH puisse porter dans la politique globale qui est celle d'un organisme aussi ce sujet pour qu'il n'y ait plus justement cette appréhension par rapport à ce que l'intervenant précédent indiquait, à se déclarer comme aidant, mais que ce soit bien une dimension de conciliation vie privée, vie professionnelle dans laquelle il puisse s'inscrire. Ça, c'était vraiment la dimension de base. Et à partir de là, de bâtir un dispositif qui s'appuie sur cette information large, qui rentre sur un autodiagnostic, êtes-vous aidant, qui passe sans l'intermédiation de l'employeur. C'est vraiment, maintenant on a rendu le salarié acteur, donc il s'agit de catégoriser une situation où on est souvent aidant sans le savoir. Et à partir de là, de pouvoir bénéficier de dispositions qui concourent soit à avoir un droit au répit par des dispositions qui sont sur un panier de services de prestations diverses pour soulager les dents, de s'y retrouver aussi dans un maquis très large de dispositions diverses au niveau local, au niveau des organismes de sécurité sociale existants pour soulager les dents. Et donc ça, une dimension d'orientation par une plateforme, un portail, et pour les aidants les plus mobilisés et qui sont vraiment à la frontière parfois de la désinsertion professionnelle, du burn-out, de la charge mentale, de pouvoir avoir un amorçage sur un panier de services pour permettre de rentrer pleinement dans la situation d'aidant sans avoir un déport trop large sur la conciliation avec la vie professionnelle. Donc on a réussi à aller jusqu'au bout de l'entonnoir, à une négociation assez longue et sur laquelle on a pu arriver à un fort consensus pour avoir finalement un dispositif assez intégré sur l'ensemble de ces volets. Merci beaucoup. Florence Puget, on a vu, il y a déjà beaucoup de branches et beaucoup d'entreprises qui ont commencé à mettre en place des premiers dispositifs sur les aidants. On l'a vu, nous on accompagne une quinzaine de branches qui ont mis en place dans le cadre des degrés élevés solidarité, des fonds dédiés, ces premières aides individuelles et elles s'interrogent sur les prochaines étapes. Quels sont vos conseils et à quoi ça sert finalement de négocier un accord plutôt que de continuer finalement sur des aides individuelles comme ce qu'elles font jusqu'à présent? Eh bien, nous, ce qu'on a vu, c'est l'expérience qu'on a vécue et c'est pour ça aussi qu'on a pu aussi, tous les partenaires sociaux, partir sur cette négociation, parce qu'on l'a tous vu, c'est qu'on constate que saupoudrer des mesures pour les aidants salariés au sein d'autres accords ou en intégrant seulement quelques dispositifs, quelques aides par-ci par-là, ce n'est pas la meilleure solution. Alors, c'est sûr que l'écueil, il est là, c'est déjà la connaissance. Ce que disait M. Gérard sur l'invisible, sur on ne sait pas, sur l'information, et c'est ça qui est important. Et là, on s'aperçoit que s'il n'y a pas un accord sur ce sujet-là, c'est très compliqué pour les salariés déjà de connaître le processus. Et c'est aussi le marqueur, c'est-à-dire que la branche, elle s'approprie à ce moment-là cette négociation et elle marque l'intérêt qu'elle y porte, et ça c'est important. Donc c'est pour ça qu'en négociant un accord, pour nous, c'était faire connaître le sujet, et c'est créer ces conditions pour assurer l'utilisation et l'usage de ces dispositifs. Et donc, comme je le disais aussi, on montre l'ambition que l'on a, les partenaires sociaux dans la branche, avec l'employeur sur ce sujet, de trouver des solutions et de trouver des dispositifs qui amèneront les salariés aidants à savoir qu'ils sont aidants. Et ça, c'est capital. Et on l'a entendu sur les expressions avant. Et je préciserai aussi, je rejoindrai ce qu'a dit Eric aussi, sur le côté, pour les femmes aussi, c'est aussi un sujet, ça montre aussi l'intérêt que portent les partenaires sociaux et l'employeur sur l'égalité professionnelle, parce que ce n'est pas dans un accord forcément égalité professionnelle femmes-hommes, mais ça concerne ça dans l'évolution et dans ce qu'on parlait, la retraite, tous ces sujets-là. Voilà, c'est ça qui est important et c'est ce qu'on peut porter au niveau de la branche. Mais ce sujet de négociation, il est vraiment différent des autres? Il y a plus d'attentes, plus de sollicitations, il est appréhendé différemment?
Alors, il y a de l'attente, certes, c'était nouveau, voilà, c'est surtout ça, on partait, on va dire, quasiment d'une feuille blanche, alors oui, de l'attente, mais aussi peut-être, pas, là aussi on va en créer en faisant aussi cet accord, on va montrer qu'il y a un besoin, et les salariés qui ne le savaient pas le découvriront aussi, et c'est ça aussi qui va être important. Et Florence, vous disiez aussi que dans tous les éléments de préparation, que en fait, plus que sur d'autres accords que vous avez pu signer, vous êtes aussi sollicité en fait par d'autres fédérations sur justement ces dispositifs. Comment ça se passe en fait? Pourquoi ce type de sollicitation aujourd'hui? Parce que justement, il y a un besoin fort, il y a ça, comme on le disait, on le sent. Et comme vous le disiez tout à l'heure aussi, c'est qu'il y a des négociations qui démarrent aussi sur ces sujets-là. Et donc, il y a de la demande, comment ça s'est passé. Et comme nous, on s'est aidé de la négociation IEG. Voilà, on fait tout ça. Et c'est là-dessus qu'on s'est basé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est pas mal sollicité et c'est tant mieux. Eric, je vais me tourner vers vous. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un sujet qui fait consensus et qui a été signé par l'unanimité des syndicats au niveau de l'UQAM. C'est la quasi-unanimité au niveau des IEG. Mais qu'est-ce qui, selon vous, a favorisé cette adhésion en fait, de tous à cet accord? Oui, il y a eu une grande adhésion. Et puis, si cet accord il a été signé à l'unanimité, c'est d'abord parce que c'est un bon accord entre les syndicats des salariés et l'employeur. Et c'est un bon accord parce qu'il crée des nouveaux droits pour les salariés. Et ça, c'est quelque chose qui n'arrive pas tous les jours. Et c'est vraiment quelque chose qui est à noter, c'est un fait assez rare, et c'est pour ça qu'on le qualifie, je crois qu'on l'a déjà entendu, d'accord historique. Et donc aujourd'hui, avec cet accord, les salariés vont pouvoir bénéficier de ces nouveaux droits qui sont à la fois, on a dit, un panier de services très concret, également des congés spécifiques qui seront indemnisés par l'employeur. Et en ayant fait ça, on a répondu vraiment à un enjeu de société. Et je pense que c'est ça aussi qui a participé à la signature unanime de cet accord. Et puis, il y a un deuxième point important, évidemment, le nerf de la guerre, comme on dit, c'est les moyens financiers. Tout à l'heure, vous demandiez à Michael Gérard, effectivement, parfois, et très souvent, les accords et les négociations sont limités évidemment par l'aspect financier. Ce qu'il faut dire, c'est que justement, ces moyens financiers, entre le début de la négociation et la fin, ils ont largement évolué. Et s'ils ont largement évolué, je pense que ça dénote d'une prise de conscience générale, je dirais à la fois de l'employeur, qui lui-même a mis des moyens supplémentaires qu'il n'avait pas prévus sur la table, et puis des moyens qui viennent du paritarisme et donc de la négociation et de la gestion entre les salariés et les employeurs, puisque on parlait tout à l'heure des caisses de prévoyance qui ont une bonne santé. Écoutez, je pense qu'on peut dire aussi que notre caisse de prévoyance, la CAPSA, a une bonne santé financière, et on a réussi donc avec cette gestion paritaire à mobiliser. On est passé de 2% à 3% des cotisations, ce qui fait qu'en clair, en fait, entre le début de la négociation et la fin, on a doublé les moyens alloués aux actions et à cet accord. Et puis on pourrait ajouter un troisième point positif et déterminant, finalement, parce que vous demandiez tout à l'heure à Florence, finalement, quelle était un peu la différence qu'on avait pu constater dans cette négociation. Je crois que sans aller trop loin, peut-être parler de co-construction, parce que les syndicats ont été, je pense, assez entendus et ont fait des propositions innovantes qui ont été entendues. Et pour notre part, on avait, dès la fin 2019, parce qu'effectivement c'est une négociation qui a duré assez longtemps, on avait fourni, j'allais dire, notre propre cahier des charges, nos propres propositions, qui ont permis, je pense, d'en reprendre un certain nombre et qui font qu'aujourd'hui, on parlait des moyens financiers, mais pas que, le nombre de bénéficiaires, par exemple, a augmenté, puisqu'on pourrait parler tout à l'heure des bénéficiaires où on a élargi le champ des GIR 4, par exemple. C'est un peu technique, mais on pourrait en reparler. Donc voilà, tous ces éléments font que c'était une négociation, je pense, qui a fait au final l'unanimité. Merci beaucoup, Eric.
Moi, Florence, on l'a vu, en fait, c'est un sujet sur lequel, finalement, sur les aidants, on part plus d'une feuille blanche dans beaucoup de branches. Il n'y a pas forcément beaucoup de dispositifs qu'on peut dupliquer dans le cadre de la négociation. Florence, quels seraient vos conseils pour bien se préparer? On veut négocier un accord aidant. Comment on peut aider les membres de la communauté du comptoir des branches à bien se préparer sur ce sujet? Oui, effectivement. Si on prend l'exemple de notre branche, on est parti quand même d'un petit existant, hein, on peut quand même le dire. Il y avait le sujet des aidants existait, mais c'était dans un accord, hein, l'accord diversité, égalité des chances qui datait de 2016. Et donc c'était quelques articles sur ce sujet-là qui étaient principalement sous deux prismes. Une prise en charge de la rémunération à 100% pour un seul congé, c'était le congé solidarité familiale, et sous l'aspect conciliation vie privée, vie professionnelle avec des aménagements de temps de travail. Donc déjà, il y avait ça. Mais on s'est aperçu que c'était largement insuffisant au vu du sujet, hein, mais c'était déjà un premier pas. Donc la société évolue, on a vu que donc, le sujet des aidants salariés, je parle bien là pour le coup, est bien prégnant et de plus en plus prégnant parce que les salariés, ce sont des citoyens, ce sont des hommes et des femmes et qui subissent les mêmes aléas que tout un chacun. Et donc c'est au travers de toutes ces sollicitations que les partenaires sociaux, et je tiens donc à conforter ce qu'a dit Eric, c'est vraiment un travail de co-construction. Parce que je pense que là, voilà, on a tous apporté notre pierre à l'édifice. Les partenaires sociaux, on a été, les organisations syndicales, très en force de proposition, avec chacun voilà, des sujets parfois différents, mais nous apportions tous quelque chose. Et c'est vrai que ça a permis de trouver un accord historique, on peut le dire, effectivement. Donc c'est attendu, c'est un fort besoin, donc il faut persuader l'employeur, hein. C'est aussi ça le sujet. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut y aller et il faut pouvoir négocier sur ce sujet-là. Parce que l'attente, et on l'a redit et on le redira, elle est là, elle est forte. Et qu'on a besoin de créer des droits nouveaux, et on en a créé de fait sur notre branche sécurité sociale, on a créé des droits nouveaux. Voilà. Et ça, c'était important. Et donc, on le disait aussi tout à l'heure, mais même nous, au sein même de notre fédération, les sollicitations, maintenant, elles sont énormes. On nous interroge, on nous demande d'aller à la rencontre, d'aller expliquer à nos équipes syndicales. Et je suis sûre que les autres organisations syndicales, c'est la même chose, d'aller expliquer cet accord pour pouvoir aller vers les salariés, pour pouvoir les informer. Et là aussi, cet accord, il sera qui va pouvoir vivre grâce à tout le monde, grâce à l'employeur, grâce au service RH, grâce aux managers et grâce aussi aux organisations syndicales qui ont porté cet accord. Merci. Michaël Gérard, beaucoup aussi de négociateurs de branche s'interrogent sur le volet tarification, hein, finalement, et enveloppe financière. Là aussi, sur les dispositifs aidants, comment on s'y prend? Quels sont vos conseils en la matière, en fait? C'est vrai que c'est une question, c'est un peu la question derrière. C'est-à-dire quels moyens on est en capacité de pouvoir dégager, octroyer pour ce dispositif. C'est une question qu'on s'est posée dès le début de la négociation. Il y a différents aspects, c'est-à-dire par rapport à un constat, si on est sur un premier accord, peut-être un axe prioritaire qui est déjà la sensibilisation, l'information, parce qu'on peut déployer tous les paniers de services, toutes les plateformes téléphoniques pour avoir de l'aide. Si on n'a pas le fond qui est à la fois de sensibiliser l'ensemble des acteurs et de sortir la situation d'aidant d'une situation individuelle qui ne trouve pas un cadre d'expression normal au sein d'une organisation de travail, ça ne sert à rien, ça ne sera pas utilisé ou ça sera très difficilement utilisé. Donc la première base, et qui n'est pas la plus onéreuse sur le fond, c'est justement cette faculté à pouvoir porter un dispositif d'information, sensibilisation auprès de l'ensemble des acteurs. Et après, selon la faculté en termes financiers, d'ailleurs on a dû augmenter l'enveloppe pour aller jusqu'au bout des ambitions très fortes qui étaient portées par l'ensemble des partenaires sociaux, on peut fonctionner en entonnoir. Plus on se rapproche de l'individu
et du financier, plus ça va être cher. C'est une évidence. Si on est sur des paniers de services, 140 000 salariés, si on utilise à plein un dispositif et qu'en plus on le fait connaître, ce qui est l'objet, c'est qu'on parle beaucoup de non-recours dans notre environnement, l'objet c'est bien qu'il soit au final utilisé. Donc c'est ce curseur-là entre une situation d'aidant qu'on ne connaît pas, qu'on ne quantifie pas, avant d'avoir mis en œuvre un premier accord qui le pose en tant que tel. On ne connaît pas exactement les besoins des aidants. Est-ce que c'est juste, et c'est déjà beaucoup de la recherche d'informations, de se retrouver dans les aides? Est-ce que c'est d'avoir un amorçage en termes financiers pour engager une prestation qui va aller plus loin? Est-ce que c'est du soutien psychologique? Donc c'est ce curseur-là qui est compliqué à trouver. Donc c'est vraiment d'avoir d'abord un axe prioritaire pour emmener le sujet, faire en sorte qu'il soit présent, et après, en fonction des capacités à pouvoir déployer largement un dispositif, de raisonner pour aller de plus en plus vers l'individu, de plus en plus vers les personnes très mobilisées, puis un peu moins mobilisées si on a d'autres facultés en termes de budget, pour lancer un premier accord qui puisse être vraiment utilisé. Concrètement, si au-delà de l'information, il n'y a pas d'incitation, ça ne marchera pas. Si on n'a que de l'incitation mais qu'il n'y a pas d'information, ça ne marchera pas non plus. Donc c'est extrêmement complexe dans un premier accord de pouvoir conjuguer tout ça, mais l'important c'est vraiment d'avoir un axe prioritaire et de s'y tenir, à savoir à l'issue d'un premier accord, qu'est-ce qu'on veut. Alors j'ai essayé de faire une synthèse en fait de nos échanges justement sur comment on définit les priorités. Je ne sais pas si vous voyez bien pour les participants, et je veux bien que vous me disiez ce que vous en pensez en fait. Donc on a bien dit définir la cible prioritaire. Je pense que Eric aussi, Gautron en parlait. Qui on vise aussi dans les aidants, qui on prend en compte. La priorité d'action, ça je crois que Michael c'était aussi votre sujet, où on met la sensibilisation. Le modèle de financement, puisqu'on a vu qu'il y avait plusieurs modèles possibles et que pas hésiter aussi à utiliser aussi des dispositifs existants et puis d'aller chercher d'autres modes de financement. Et puis il y a la question aussi des sujets connexes sur lesquels des branches ont pas mal de dispositifs. Je pense au handicap, à la parentalité, à la maladie grave. Il y a beaucoup de choses qui se font aussi. Il y a pas mal de dispositifs autour de la maladie grave. Et puis le contenu, donc vous allez me dire si j'ai rien oublié. Donc la sensibilisation, la formation des managers, des RH, l'information aussi des aidants et la coordination avec l'ensemble des dispositifs. On a vu juste l'exemple pour les dispositifs Malakoff Humanis et on voit qu'il y a déjà pas mal de choses. Donc comment on utilise pleinement l'ensemble des dispositifs existants. Qu'est-ce qu'on met concrètement dans l'offre de service? Que vous avez tous insisté sur le fait que c'était des droits extrêmement opérationnels et très tangibles. Sur les congés légaux, qu'est-ce qu'on prend en compte et les éléments sur le maintien de salaire. Eric nous disait que l'évolution qui avait lieu, c'était aucune perte de salaire quand on prend un congé aidant. Et puis après, tout ce qui a trait, bien sûr, au déploiement et à l'usage sur lesquels on reviendra plus largement. Donc voilà, je veux me dire, est-ce que vous pensez que pour un premier plan de travail, on n'a rien d'oublié comme dimension avec Mathias Nous, dans notre feuille, finalement, ça récapitule bien notre feuille de route qu'on a eue. On aurait dû se le faire au début de la négociation. Ça nous permet de faire un retour sur la façon dont on a avancé. Effectivement, c'est des bornes sur lesquelles, côté employeur, on se retrouve assez facilement et qui, à mon sens, en tout cas, se traduisent assez dans la démarche de justement co-construction, comme vous l'avez indiqué, qui a été engagée. Après, voilà. Le dispositif va être déployé, donc finalement c'est ça qui va être le crash test de cette réalité, mais on ne doute pas que chaque acteur saura s'en emparer de la même façon que nous on l'a construit, qui sauront le déconstruire pour s'en emparer eux-mêmes, les salariés concernés. Et on voulait vous partager aussi parce qu'on a mis en place nous un dispositif aidant, en fait une offre aidant qui vient en fait du dispositif IEG qui a été en fait complété et facilité dans sa compréhension. Donc là aussi, pas hésiter aussi à regarder ce type d'offre et ces différents socles. Et là aussi, on a essayé, selon les ambitions et les moyens, de trouver des dispositifs intéressants pour chaque niveau. Donc bien sûr, après, c'est une première base pour aller plus loin et pour travailler aussi en négociation.
négociation. Et je vous ai aussi indiqué des exemples de tarification pour concrètement, quand on parle quand même d'argent et de services, Michael Gérard nous en parlait concrètement, hein, quand on descend à l'individu, il y a quand même des questions de choix et d'options financières. Donc là aussi, on vous a préparé des éléments dont vous allez tout retrouver aussi. Je vous ai aussi dit quelques mots sur le dispositif maladie redoutée, parce qu'en fait, il y a pas mal de branches. Je ne sais pas si c'est quelque chose auquel vous aviez réfléchi, qui couplent des dispositifs aidants à des dispositifs maladie redoutée. Donc là aussi, je vous ai partagé des éléments là-dessus. Donc voilà, quelques exemples, comme ça aussi, ça aide. Donc on a essayé de faire des premières slides récapitulatives à partir de nos échanges, de l'exemple des IEG et comment aussi on a été plus loin sur ces éléments. C'est bon pour toi. Ouais. C'est vrai qu'on a parlé historique souvent pour votre accord, mais je reviens un peu, vous l'avez dit tous quasiment, mais vous utilisez aussi explicitement le terme expérimentation dans votre accord. Est-ce que ça a une signification particulière? Est-ce qu'il y a une importance vraiment à ce terme? J'aimerais avoir un peu vos témoignages là-dessus. Ouais. Expérimentation dans le sens où il est pour 3 ans. Vous avez compris, on prend plaisir à se rencontrer pour négocier. Donc on s'est dit on va se revoir dans 3 ans et ça fera plaisir à nouveau de se rencontrer sur le sujet. Non, le constat initial étant le fait qu'on ne connaissait pas nos aidants dans leurs besoins, leurs usages. L'expérimentation, c'est justement d'aboutir au terme de l'accord au fait qu'on connaisse nos aidants, leurs usages, leurs besoins. Et en ce sens, voilà, on expérimente en ayant des présomptions et plus que ça, puisque c'est bien un terreau très large qui nous a permis de construire cet accord. Et c'est tous ces dispositifs qui sont à l'expérimentation et à charge aux salariés de s'en emparer. Et on voit dans 3 ans quel usage, comment, est-ce que ça répond aux besoins, est-ce qu'on a des prestations, des usages qui sont plus utilisés, est-ce que dans 3 ans il y aura besoin d'un aussi fort volet sensibilisation, est-ce que dans 3 ans il n'y aura pas une dimension plus présente que les paniers de services qui sera autour du soutien psychologique de l'aidant? C'est quelque chose qui est tout à fait possible, parce que c'est très présent dans le débat public. Donc c'est tout ça qui doit, par une dimension de reporting sur les différents dispositifs, d'usage, de fréquence d'utilisation, qui doit nous guider en termes d'expérimentation. C'est en ce sens-là, en fait. Très bien, merci. Mais Eric, vous, quelles sont vos attentes en termes d'usage, justement, et de déploiement sur 3 ans de cet accord? Évidemment, 3 ans, on parle, et on l'a écrit d'ailleurs explicitement dans cet accord d'expérimentation, parce que aussi bien la sécurité sociale qu'on le voit dans la société tout entière, c'est un sujet qui n'est pas tout à fait mûr. On disait que, par exemple, on ne connaissait pas, nous, qui étaient nos aidants. Est-ce qu'on va en avoir 1000, 10 000, 20 000 on ne le sait pas tout ça. Et donc c'est vraiment une expérimentation, même si on sait que, et on s'appuie sur, quand même, malgré tout, quand je dis que le sujet n'est pas mûr, il a émergé, j'allais dire, dans la société depuis déjà quand même quelques années, et puis on a un retour sur des chiffres et des études. Jean-Manuel Cupiec de l'OCIRT tout à l'heure, évidemment, en parlait, et puis Malakoff Humanis a également beaucoup travaillé sur le sujet en faisant des études. Alors ce déploiement sur 3 ans, il va permettre en fait une sorte de test grandeur nature, qui va permettre aussi pour, dans 3 ans, quand on va se rencontrer à nouveau pour négocier, permettre effectivement d'adapter le prochain accord. On va déjà consommer celui-là, mais on pense déjà forcément au futur, puisqu'on est dans cette expérimentation. Un accord qui nous permettra peut-être de redimensionner les choses en fonction de l'usage effectivement qu'il y en aura eu, puisque on l'a dit, je crois, tout à l'heure dans la première partie, à l'horizon de 2030, ce sera, je crois, c'est 1 salarié sur 4 qui sera en situation d'aidant. Donc on voit bien que, j'allais dire, entre guillemets, les choses ne s'arrangent pas et qu'il va falloir qu'on se revoie pour dimensionner correctement les choses. Et puis s'agissant de l'usage du dispositif, vraiment, concrètement, j'allais dire, sur ces 3 ans, on a justement ces 3 années pour promouvoir l'accord, pour qu'il soit usité. Mais plus largement, en fait, que de promouvoir cet accord, il faut qu'on fasse émerger à l'intérieur de la sécurité sociale le sujet des aidants, parce qu'on l'a dit et vous l'avez dit avec tous vos invités, il y a vraiment des problématiques pour que ce sujet des aidants émerge vraiment au sein de l'entreprise, parce qu'il y a tout un tas de choses. Les aidants n'osent pas se qualifier comme tels, se reconnaître comme tels. Et donc là, il y a un vrai travail à faire là-dessus. Et puis,
faire émerger, ça veut dire aussi faire reconnaître ce sujet, j'allais dire sur toute la ligne, à la fois pour les salariés et leurs collègues, aussi les services RH, et puis toute la ligne managériale finalement. Et puis le but de cette promotion, c'est un sujet qui nous est cher, c'est l'accès et le recours au droit. Parce que trop souvent, les salariés, que ce soit pour le sujet des aidants, mais pour tous les autres sujets, et on y travaille, l'employeur y travaille de son côté, les organisations syndicales travaillent aussi sur ce sujet, c'est faire connaître et reconnaître leurs droits, parce qu'on sait aussi qu'un droit qui ne sert pas, souvent peut s'éteindre. Puis je dirais un dernier point, c'est que en parallèle, certes, c'est une expérimentation. On parle d'acculturation. C'est un mot qui avait un peu, je crois, un peu titillé ou choqué pendant la négociation. Mais c'est vrai, il y a une acculturation, c'est-à-dire qu'il faut faire connaître tout ça. Malgré tout, je disais qu'il y avait eu beaucoup d'études et je me souviens que certaines personnes voulaient qu'on fasse encore des études à la sécurité sociale pour essayer de connaître. Je crois qu'on a fait quelque chose qui est mieux que ça, c'est qu'on a agi. Et on a agi pour le bien de nos aidants, que certes on ne connaît pas bien, mais qui vont avoir, j'allais dire dans quelques semaines, une fois que les dispositifs seront en place, eh bien, ils vont avoir des aides dans leur vie quotidienne pour pouvoir concilier leur vie personnelle, leur vie professionnelle et leur vie d'aidant. Alors en fait, je vous propose maintenant de partager un message justement de Juliette Grindal et Amélie Larochefordière sur justement comment elles voient l'évolution du dispositif qu'elles ont mis en place pour les IEG. Donc quelques secondes en vidéo. On fait évoluer le dispositif dans le temps déjà en prenant en compte le recours effectif des salariés aux aides que l'on propose. Donc on a regardé régulièrement depuis 2018 comment les salariés utilisaient ou pas les dispositifs proposés. Et puis évidemment, on tient compte aussi des évolutions législatives et réglementaires. Et ça a été notamment le cas en 2021 où on a réintégré en fait dans le périmètre du dispositif prévoyance l'indemnisation complémentaire qu'on apporte aux salariés qui prennent des congés de proche aidant. Éric, Amélie et Juliette nous ont partagé la façon dont elles voyaient les évolutions les plus récentes de l'accord des IEG. Qu'est-ce que vous aimeriez voir évoluer au cours des prochaines années ? Alors, le nombre de personnes qui sollicitent le dispositif, je crois que là, tout le monde est unanime sur le sujet. Effectivement, il est loin du nombre que nous escomptions. Donc, c'est pas qu'on souhaite que les personnes soient en situation d'aidant, mais bon, il ne faut pas qu'elles restent cachées. C'est pour ça que dans le déploiement dont vous avez parlé tout à l'heure, et on l'a dit aussi, il manquait les organisations syndicales aussi. Nous devons être impliqués. Nous sommes là pour faire des réunions d'information du personnel. Nous sommes là pour envoyer des messages. Et ça, c'est très important. Donc, il y a ça. Il y a aussi un rééquilibrage homme-femme que nous souhaitons. Actuellement, nous sommes donc l'inverse de la branche la sécurité sociale. Nous, c'est 25% de femmes pour 75% d'hommes. Et les personnes qui appellent la plateforme d'information, c'est à plus de 50% des femmes et donc à moins de 50% des hommes. Donc ça montre qu'on répond bien à des archétypes de genre, et donc c'est important quand même qu'il y ait plus d'hommes qui se sentent concernés. Et puis, ce qu'on veut voir évoluer, c'est la facilité de mise en œuvre. C'est-à-dire que c'est sûr que quand le malheur s'abat sur une famille, qui du coup sur un salarié qui doit aider son proche ou même plusieurs proches,
il n'a pas forcément la tête à remplir des dossiers, il n'a pas forcément le temps en plus, il faut aller, le proche qu'on veut aider, il n'est pas forcément proche géographiquement, donc il faut aller le voir, etc. Il y a tout un tas de choses, et donc il faut trouver des moyens de rendre ça extrêmement fluide. Et on voit bien que là, entre le déclenchement des allocations de sécurité sociale que permet donc le fait d'avoir demandé un congé de proche aidant, de solidarité familiale ou de présence parentale, et le versement donc de l'indemnité complémentaire, eh bien il y a un temps de latence qui fait que certains salariés peuvent finalement renoncer ou utiliser la forme de congé traditionnel qui est le congé de maladie, quand faut dire les choses comme elles sont. Bon, de toute façon, des fois, les proches aidants sont dans un état de souffrance tel que le médecin les arrête parce qu'effectivement, ils sont en état de souffrance. Bon, alors que finalement, ça serait beaucoup mieux qu'ils soient dans le congé de proche aidant ou le congé de solidarité familiale. Donc, mais le congé de maladie, c'est ce qu'il y a de plus simple. Voilà, donc là, il faut trouver quelque chose qui permette de déclencher tout de suite la prise de congé et l'indemnisation qui va avec, avec un seul formulaire et une immédiateté. Voilà, ça serait les trois choses qu'on pourrait souhaiter: un rééquilibrage des genres, une fluidité dans la mise en versement des indemnisations, et puis la reconnaissance la connaissance des différents dispositifs avec et là on est aussi un peu dépendant de l'évolution législative, mais plus le législateur imaginera ces congés-là de façon souple, mieux ce sera. Le proche aidant, il y a tellement de formes d'aide entre celui qui a besoin d'aider une fois par semaine un proche, et puis d'autres qui ont un besoin une semaine tous les mois et autres. Il faut que les congés puissent s'adapter à ces besoins et ces contraintes que les gens ont. Et ça, la législation n'est pas encore complètement souple sur ces aspects-là, et du coup les salariés peuvent hésiter à entrer dans le dispositif ou pas voir comment ils peuvent finalement s'en servir. Merci Eric. Merci à tous. On n'a pas de questions spécifiques dans le chat, mais je pense que ça va susciter beaucoup d'autres réactions, des ateliers qu'on va vouloir mettre en place aussi dans le comptoir des branches. Donc on fera appel à vous en tant qu'ambassadeur de ces nouveaux dispositifs, de ces nouveaux droits que vous avez tous su créer. Donc encore merci de votre présence et de votre partage. Merci beaucoup. Et je vous propose maintenant qu'on regarde aussi ce qui va se faire en termes de déploiement, en fait aussi de mise à disposition en fait d'expertise nouvelle sur le champ des aidants avec notre deuxième table ronde. Et merci encore à nos participants. C'est parti pour notre deuxième séquence table ronde. J'ai le plaisir d'accueillir avec nous Christine Le Serre, qui représente la Confédération CFTC, Marc Malhomme, CFE CGC ArcelorMittal, Fédération de la métallurgie. Donc ils vont nous partager tous les deux un point de vue confédéral et un point de vue entreprise. Plutôt.
Christine, je vais commencer par vous. D'un point de vue confédéral, en fait, comment appréhendez-vous un peu ce sujet de l'aide aux aidants? Comment le liez-vous à un déploiement au niveau des branches, des entreprises, avec une vision nationale, en fait, j'ai envie de dire? Déjà, ce qu'on observe, c'est qu'il y a vraiment une acuité aujourd'hui sur le sujet et que les branches s'emparent du sujet et produisent des accords. Et produisent non seulement des accords, mais construisent des droits nouveaux. Et je pense que ça, c'est très, très intéressant dans un domaine où tout est à construire. Donc il y a là à la fois à regarder les accords, et puis nous on est aussi partisans même des accords modestes, parce qu'on sait très bien que tout ça va évoluer dans le temps au travers des recueils de bonnes pratiques, des échanges qu'on a entre branches, entre organisations syndicales. Et bien sûr, moi je salue vraiment les accords UCANS. D'ailleurs la CFTC a négocié cet accord et l'a signé, tout comme l'accord IG, parce que c'est des accords où on voit il y a des éléments de solidité, de durabilité qui sont très prometteurs. Mais il y a aussi des accords aujourd'hui qui sont, je dirais, un peu plus réducteurs. Mais finalement, le chemin est comme ça. Et nous, au niveau de la Confédération, on essaye d'accompagner nos négociateurs justement en leur rappelant quelques conseils pour que ce ne soit pas un accord qui finalement soit un peu vide de sens. Vous savez, je pense que l'employeur aujourd'hui, il est conscient que c'est un accord gagnant-gagnant en fait. On travaille là sur des questions aussi d'absentéisme, de personnel, de durabilité du salarié, puisqu'il va travailler de plus en plus longtemps. Et puis aussi derrière, il y a la perspective de la retraite de ce salarié aidant. Et on souhaite à la CFTC que ce salarié aidant ne soit pas confronté à des risques prématurés pour son organisme, parce qu'il aura été usé, parce qu'il aura été dans une pénibilité insupportable. Donc vous voyez, il y a des enjeux qui sont multiples. Et la Confédération est particulièrement attentive à ce sujet. Alors, en ce qui concerne la politique des accords, ça ne nous empêche pas d'être exigeants. Et ce qu'on voit, c'est que les groupes qui travaillent avec nous à nos côtés ont vraiment été sur des propositions innovantes avec des solutions, je dirais, très pragmatiques. Et moi, c'est ça que je relève, c'est vraiment des propositions qui sont sur des solutions pragmatiques pour les dents. Et ça ne vient pas par hasard. Les groupes ont, au travers de l'action sociale qu'elles font, ont pu détecter les situations. Elles connaissent parfaitement bien aujourd'hui la situation de la dépendance. Elles nous ont d'ailleurs documenté très tôt sur la situation de l'aidance, et je pense que ce travail de co-construction avec les groupes, avec la prévoyance et puis avec l'employeur, etc., nous permettent aujourd'hui vraiment de construire quelque chose de très précieux pour l'avenir. Donc on voit que toute l'approche servicielle est en train de se construire. Moi je dis qu'un accord il n'est pas que pécunier, même si effectivement l'aspect financier n'est absolument pas à négliger, mais on doit avoir quelque chose de très équilibré. Juste un mot pour dire que j'ai relevé par exemple sur un groupe qui s'appelle Audience des solutions de financement sur le répit. Et ces solutions de financement sur le répit, eh bien, elles étaient, je dirais, co-construites avec l'employeur et avec le CSE pour permettre finalement d'offrir un temps de congé à la personne aidante et à la personne qu'elle aidait. Ça, je trouve ça assez intéressant. Chez Thales, un autre secteur, j'ai pu voir une aide à des congés supplémentaires pour des personnes qui, eux, s'inscrivent dans le mouvement associatif, c'est-à-dire dont l'association dans laquelle ils sont bénévoles œuvre pour des personnes dépendantes, pour des sujets de handicap, etc. Donc là, on voit que c'est une dimension qui n'est pas à négliger parce qu'elle est fort intéressante. On a besoin d'associations, je dirais, pour aider aussi nos aidants familiaux.
Par contre, j'insiste aussi un petit peu là-dessus, il faut faire attention à ce que l'accord ne soit pas permettre l'expression du droit. Je crois que tout à l'heure, le représentant de Lucans a dit ça, il ne faut pas que l'accord, au final, ne serve pas. Et j'ai pu voir dans certaines modalités de mise en place des systèmes trop contraignants, peut-être, trop contraignants sur les conditions d'accessibilité, ou sur, par exemple, sur des prescriptions médicales à rallonge. Et tout ça va freiner finalement l'aidant qui va finir par renoncer à cet accord. Donc je pense qu'il faut que ce soit un accord qui ne soit pas enfermant, qui soit pragmatique. Et puis, puisque à la CFTC, on essaie de mettre en perspective ces choses-là et que beaucoup de domaines sont liés. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que ces accords collectifs puissent se négocier dans un cadre plus global, par exemple la qualité de vie au travail, où finalement on regarderait dans le cadre d'un accord très large ce qui concerne la qualité de vie au travail, la santé, l'égalité professionnelle. On a vu que les aidants, c'est beaucoup d'aidantes qui peuvent être freinées d'ailleurs dans leur carrière professionnelle. Et le télétravail et finalement se mettre un petit peu en stratégie pour fournir un espèce de contrat social, un contrat social de la branche, de l'entreprise qui soit suffisamment solide et attractif parce que ça contribue avec le métier, avec le salaire, avec la carrière, finalement, ça contribue à l'attractivité de la filière. Moi, je pense qu'il y a des choses à aller chercher aussi sur ce sujet. Mais justement, sur la mise en perspective, comment voyez-vous à la Confédération l'articulation de ces dispositifs d'entreprise, de branches, avec ce qui existe ou ce qui existera sur la dépendance lourde? Peut-être une 5e branche, peut-être. Bon. J'aimerais avoir votre avis, oui, confédéral là-dessus. Bien sûr. Sur la 5e branche, vous savez que la 5e branche, elle est toute neuve. Clairement, aujourd'hui, elle souffre d'un sous-financement. Et que la 5e branche ne va pas pouvoir tout faire. L'État ne suffira pas finalement à prendre en compte ce que monsieur tout à l'heure appelait la transition démographique qui arrive et qui est déjà là. Donc nous pensons que la 5e branche, évidemment, elle doit être en stratégie pour regarder la question de toute la filière du grand âge, des nouveaux métiers. Elle doit être là pour apporter de la certification, de la régulation. Elle doit aussi penser tout ce qui questionne l'habitat. Vous savez qu'aujourd'hui, l'habitat de la personne dépendante n'est absolument pas adapté et qu'on doit même aller sur des nouvelles formes d'habitat avec de l'intergénérationnel, avec des habitats partagés, etc. Donc ça, c'est vraiment un gisement d'innovation assez incroyable. Et puis, bien sûr, le financement n'arrivera pas à tout faire et moi je pense que les branches, les groupes, la prévoyance doivent essayer de réfléchir à mettre en place une protection sociale complémentaire. Une protection sociale complémentaire qui viendrait compléter et solvabiliser toute cette question de la dépendance, de sa dépendance, en apportant donc des prestations dédiées. Et pourquoi pas d'ailleurs améliorer les prestations qui sont en lien avec l'aidant. Merci Christine. Merci Marc Malhomme, concrètement, vous êtes en train de réfléchir, remettre à plat la prévoyance dans un très grand groupe. Comment vous souhaitez-vous et voyez-vous l'intégration des aidants et quel est votre axe prioritaire sur cette prise en compte des salariés aidants? Alors peut-être pour me présenter, je suis délégué syndical de terrain dans le groupe ArcelorMittal en France, qui compte un peu moins de 15 000 salariés. Et on a déjà des accords de prévoyance anciens qui datent des années 90 et qui n'intègrent pas le volet des aidants. Par contre, nous avons des accords, un régime qui est plutôt excédentaire, donc qui nous place dans de bonnes situations pour espérer négocier de bonnes choses pour l'avenir. Autre point, certains le savent sûrement, la métallurgie vient d'aboutir après 5 ou 6 ans de négociations sur un nouveau dispositif conventionnel, le DCM,
qui va modifier les équilibres de notre régime. Alors tout cela nous force et nous donne l'opportunité de négocier un nouvel accord, en tout cas de rééquilibrer ou d'améliorer, de transformer notre existant et le retoiletter. Donc, on a devant nous un chantier assez court, puisque au 1er janvier 2023, nous devons mettre en œuvre nos modifications, à la fois pour se conformer à la prévoyance, au socle de prévoyance de la convention collective de la métallurgie. Et donc ce chantier-là, on a peu de temps pour le réaliser. On s'est préparé, on est plusieurs délégués de terrain en relation avec les assistantes sociales et qui connaissions bien le sujet de la prévoyance pour être impliqués dans le suivi financier, dans le suivi de cas particuliers. Et donc ça nous a bien préparés. Maintenant, il va falloir que l'on concrétise les différents échanges que l'on a pu avoir dans le passé avec notre direction. Alors le concrétiser, c'est important d'avoir des solutions, des dispositifs concrets qui vont bien au-delà de ce qu'on a pu écrire, ce qu'on a pu signer au niveau de nos accords QVT. Alors on n'est pas sans rien, on a des accords QVT qui ont le mérite d'exister, qui ont le mérite de retracer des articles de loi que l'on trouve plus ou moins de manière diffuse. On les a donc concentrés dans un accord QVT, mais bon, c'est quand même une transposition assez directe de la loi. Et force de se constater que ces accords QVT, ces articles sur les aidants, ne fonctionnent pas bien, et le Kriegspiel, c'est le problème financier avant tout, et peut-être lié à notre typologie un peu particulière, puisqu'on a beaucoup de salariés masculins dans nos établissements, salariés postés qui ne peuvent pas forcément se permettre de se mettre à mi-temps, voire de prendre un congé. Et c'est véritablement un gros problème et un gros enjeu. Donc on va voir comme dans beaucoup d'établissements des arrêts maladie en fait qui vont prévaloir sur des dispositifs plus pérennes. Voilà. Donc il nous faut trouver des dispositifs plus pérennes dans le temps. Et on a des idées donc au travers à la fois d'indications, de conseils de notre confédération, comme a pu le dire Christine, par exemple pour sa fédération, nous c'est la CFE-CGC, également le benchmark, le bench au travers d'accords. J'écoutais les IEG, on a bien ça sous le coude. Voilà, maintenant il va falloir se mettre autour de la table. On a quelques mois pour être créatif. En tout cas, moi j'ai retenu tout à l'heure des mots importants, le cofinancement, et ça on en était tout à fait conscient. Il faut qu'on ait des dispositifs adaptatifs parce que chaque cas est un cas et pour être pérenne, il faut savoir s'adapter, donc adaptatif, concret. Alors innovant, on doit su être dans le groupe Arcelor ou ArcelorMittal innovant dans les années 90, il faut qu'on continue à être innovant, peut-être pas réinventer ce qui existe ailleurs et qui a été bien fait, donc on va être à l'écoute. Et en tout cas, les dispositifs financiers qui pourront compléter les allocations journalières légales, je pense que ce sera une très bonne solution et à nous de la faire savoir sur le terrain. Justement, on parlait d'innovation et moi je voulais vous proposer, Marc et Christine, de rencontrer en fait Guillaume Staub, qui est le cofondateur de Prevencare et qui est à distance avec nous et justement qui nous parle des nouveaux métiers en fait autour des aidants, puisqu'on a beaucoup parlé du volet financier autour de la prise en charge des congés, et il y a aussi tout le besoin d'expertise et d'accompagnement qu'attendent aujourd'hui les aidants. Et je voulais que Guillaume ait quelques minutes avec nous pour nous expliquer ce qui se passe aujourd'hui et quelles sont les attentes aujourd'hui des salariés aidants et comment on peut
peut les outiller. Et Guillaume, je veux bien que vous nous parliez un peu de ce que c'est que le care management. Et je crois que nos participants de la communauté ne connaissent pas encore ces nouveaux métiers. Bonjour à tous, merci beaucoup Béatrice. Alors, pour répondre à votre première question, justement, qu'est-ce que le care management? Eh bien, c'est un dispositif opérationnel, j'ai envie de dire, pour aider et accompagner concrètement et de manière pragmatique l'aidant sur une notion de parcours de soins. Le care management, c'est, si vous voulez, un service innovant qui s'exprime à travers des care managers, c'est-à-dire des experts des questions sociales et familiales, des experts de la, de la prise en charge des situations de dépendance de l'aidant et de l'aider et de l'impact sur l'aidant. Donc le care manager, c'est vraiment quelqu'un qui va prendre par la main l'aidant et qui va l'accompagner dans cette notion de parcours de soins pour le soulager complètement du début jusqu'à la fin, afin de lui apporter naturellement conseils, informations, orientation, mais c'est surtout quelqu'un qui est en capacité d'aller chercher les différents prestataires de services, qui est également là pour aller chercher les devis, pour aller chercher les dossiers d'aide financière. J'ai entendu beaucoup parler d'aide financière. C'est naturellement la première question des aidants. À quoi j'ai droit? Comment je peux bénéficier d'une aide financière pour mon proche fragile? Vers qui je me tourne? Comment ça marche? Le rôle du care manager, c'est justement d'accompagner concrètement l'aidant dans cette notion de parcours de soins en faisant pour le compte de l'aidant, avec lui, mais pour le compte de l'aidant, afin de lui faire gagner du temps, ça c'est très important, afin justement de lui apporter un accompagnement, car ce sont toujours des démarches qui sont stressantes, anxiogènes, chronophages, et donc l'objectif lorsque on est un care manager, c'est de pouvoir justement apporter cet équilibre à l'aidant, cet équilibre vie professionnelle, vie personnelle et aidant. Donc au fond, une qualité de vie au travail qui va tout simplement lui permettre de lui faire gagner du temps. Alors je vais l'illustrer avec 3 exemples. Le premier exemple, c'est une dame qui peut appeler un service de care management en disant, je travaille, je vous donne un exemple, en région parisienne, maman est hospitalisée à Saint-Étienne et domiciliée à Saint-Étienne. La seule chose, c'est que le médecin vient de m'appeler. En effet, maman peut sortir de l'hôpital dans 8 jours. Mais maman a subi une opération assez lourde et le médecin m'a juste conseillé de mettre au moins en place une auxiliaire de vie pour aider maman à faire sa toilette et à s'habiller le matin. Maman a toute sa tête, il n'y a pas de maladie neurodégénérative. Eh bien, le rôle du care manager, c'est de faire une évaluation multidimensionnelle des besoins pour bien comprendre la situation et le contexte, pour derrière aller chercher les dispositifs pour le compte de l'aidant et lui expliquer pourquoi c'est tel prestataire plus qu'un autre qui peut être en capacité justement d'accompagner sa maman au moment de la sortie d'hospitalisation. Mais lorsqu'on fait une évaluation multidimensionnelle des besoins, eh bien, cette évaluation qui peut durer entre 45 minutes et 1 heure, eh bien, pendant l'échange, il va y avoir un certain nombre de choses qui vont ressortir et on peut s'apercevoir en effet qu'il faut mettre en place un lit médicalisé parce que c'est une convalescence à la maison et on va passer un peu plus de temps allongé, donc il faut sécuriser le domicile. C'est aussi des questions d'aide financière, donc c'est également accompagner l'aidant dans la mise en place d'une aide financière. Donc le rôle du care manager, c'est d'aller chercher le dossier pour le compte de l'aidant et c'est naturellement de lui expliquer comment remplir le dossier. Il ne s'agit pas uniquement de dire « voici le dossier, débrouillez-vous », c'est de dire « voici le dossier de cette aide financière et on va vous expliquer comment le remplir. Ce qu'il ne faut pas oublier de cocher, les éléments à joindre à votre dossier, quelle est la partie médicale à confier au médecin, parce que naturellement, il y a une partie médicale qui est à remplir, etc., etc. Donc c'est vraiment soulager l'aidant du début jusqu'à la fin. En mettant en place des aides techniques, j'ai parlé du lit médicalisé, des aides humaines, une auxiliaire de vie, trouver également une infirmière parce qu'il y a un changement de poche de cette dame à Saint-Étienne qui avait une poche externe et donc il faut changer la poche, mais en même temps il faut préparer le pilulier. Et puis l'aide financière avec l'APA par exemple dans le cas de cet exemple. Donc le rôle du care manager, c'est vraiment un accompagnement à 360 sur la mise en place de dispositifs et surtout de coordonner les services lors de la mise en place des dispositifs et d'assurer un suivi pour s'assurer que tous les dispositifs qui ont été mis en place avec l'aidant au domicile de la personne dans cet exemple se déroulent correctement. Et c'est une manière concrète et pragmatique d'accompagner l'aidant dans la fragilité de son proche et de lui permettre d'aborder justement la fragilité de son proche. Ça peut être la dépendance de son parent, ça peut être l'handicap d'un enfant, ça peut être la maladie d'un conjoint ou frère et sœur,
mais d'aborder la fragilité de son proche de manière la plus sereine possible. J'ai beaucoup entendu parler d'équilibre, vie personnelle, vie professionnelle, vie d'aidant. Il y a énormément de choses très intéressantes qui ont été dites là pendant 2 heures, et vous avez tous bien mis le doigt sur la situation des aidants. Vous avez une analyse parfaite malheureusement de cette situation d'aidance, mais aujourd'hui, au fond, comment accompagner concrètement l'aidant? C'est tout simplement le prendre par la main du début jusqu'à la fin afin de le soulager concrètement dans l'ensemble de ces démarches. Pourquoi? Tout simplement parce que nous, on constate qu'il y a le besoin d'expertise, il est là. Le besoin d'être accompagné, il est là. Les gens ont besoin de pouvoir se reposer sur un spécialiste. Encore une fois, le care manager est un spécialiste des questions sociales et familiales, qui connaît parfaitement un écosystème médico-social qui est très complexe et qui bouge. Il y a un monsieur qui parlait de distance entre l'aidant et l'aidé. Nous, on a constaté que, en effet, la plupart des personnes qui nous contactent, les proches, n'habitent pas à proximité. En moyenne, la distance entre un aidant et un aidé, c'est à peu près 200-230 km. Alors, vous pouvez faire l'aller-retour le temps d'un week-end, mais vous ne pouvez pas en permanence poser des jours de congé pour organiser soit une sortie d'hospitalisation ou tout simplement quand malheureusement, en effet, la situation de dépendance vous tombe dessus de manière soudaine et pas toujours forcément bien préparée ou anticipée. Et c'est là où vous avez besoin de vous reposer sur un expert, sur un spécialiste qui va vraiment vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans une démarche pédagogique forte. Le care management, pour bien préciser, ce n'est pas de l'intermédiation où on met en relation l'offre et la demande. Vous avez un besoin, vous devez trouver une structure de maintien à domicile à Bordeaux, par exemple. On vous envoie la liste de 10 structures de maintien à domicile à Bordeaux, et puis après, débrouillez-vous. Non. Le care management, c'est vraiment faire gagner du temps pour l'aidant. C'est également apporter un bénéfice à l'entreprise, et vous en avez aussi beaucoup parlé, et c'est très important. Mais c'est une façon concrète et pragmatique d'accompagner l'aidant lorsqu'il fait face à la fragilité d'un proche. C'est ça le care management. Et il y a une dimension psychologique qui est très forte. Pourquoi? Parce que j'ai aussi beaucoup entendu pendant ces 2 heures la charge émotionnelle qui est lourde. Eh bien, c'est bien vrai. C'est-à-dire que lorsque nous, on accompagne, et lorsque nos care managers qui sont chez nous, salariés, en CDI, en contrat de travail à temps plein dans nos bureaux, sont à l'écoute de ces aidants, les 10 premières minutes, j'ai envie de vous dire, les vannes s'ouvrent et l'aidant déjà parle, a besoin de parler, a besoin de se confier, a besoin d'exprimer, et je l'ai entendu, des situations familiales qui sont parfois dramatiques. Ça fait 20 ans que je suis, je dirais, dans les services à la personne, et particulièrement dans des services liés à la fragilité. Je suis d'une famille de médecins, j'ai entendu beaucoup de choses. Il y a beaucoup de situations familiales que j'avais pas encore imaginé et rencontrer, ou en effet des situations qui fait que ça bouscule complètement une organisation familiale et donc par ricochet une vie professionnelle parce que la situation est difficile. Donc la dimension psychologique, la dimension d'écoute, elle est très importante également sur le care manager. Merci beaucoup Guillaume, je pense pour cette première introduction. Je pense que ça rend quand même beaucoup plus tangible ces innovations et ces nouvelles expertises qui arrivent dans le champ des aidants. Et je voulais justement demander à Christine Le Cerf, je crois que vous êtes très attachée de votre côté aussi à la façon dont on se prépare aussi en tant qu'aidant et finalement dont on gagne aussi en compétences face à ces sujets et souvent on est aidant sur un temps relativement long. Et donc comment est-ce que vous réagissez finalement à ce témoignage par rapport aussi à votre propre vision de cette montée en compétences? Écoutez, moi je trouve que c'est vraiment le nouveau métier indispensable pour qu'on puisse opérer cette transition et surtout assurer les services domiciliaires que toutes les personnes dépendantes souhaitent. Et vous l'avez dit, c'est très juste, 250 km en moyenne, ça ne permet pas d'être dans l'action immédiate, ça ne permet pas non plus la connaissance du milieu où vit la personne qu'on aide. Et le care manager va pouvoir finalement accélérer par sa compétence, par sa connaissance, accélérer les processus qui vont venir garantir une prise en charge plus sécure pour le parent qu'on va aider. Donc forcément, ça va venir décharger l'aidant de ce poids de l'urgence qui lui tombe dessus et pour lequel bien souvent d'ailleurs il n'a pas toutes les cartes en main.
Donc il va tâtonner, il va faire des erreurs, il va souffrir. Et là, effectivement, c'est un métier très, très important, je pense, dans, je dirais, une meilleure articulation du social, du familial et du sanitaire aussi. Et Marc Malhomme, vous, est-ce que justement, par rapport à ce que vous imaginez et la façon dont vous allez appréhender les prochains mois sur votre négociation et la mise en place de dispositifs aidants, voilà, qu'est-ce que vous voulez nous partager? Parce qu'on arrive à la conclusion, au terme de notre échange. Est-ce que vous avez un point particulier que vous relevez dans... Tel que décrit sur le care management, moi ça me fait penser également à tout le travail de proximité que font nos assistantes sociales pour les établissements où les salariés ont la chance de pouvoir bénéficier d'assistance sociale. C'est clair que cette proximité, c'est extrêmement important. Il n'y a pas que l'aspect financier, voilà, il y a l'aspect humain qui est derrière. Il y a tous les partenaires sociaux qui sont là, l'employeur, les délégués, les organisations, les collègues, etc. Oui, c'est un enjeu, c'est un défi de demain. Je pense que tout le monde en est conscient. Voilà, maintenant, il faut mettre en œuvre petit à petit et puis mettre le pied dans la porte et ouvrir cette porte et mettre en place des solutions durables. Eh ben merci en tout cas à vous trois pour cet échange. Je pense qu'on a largement débordé sur l'horaire, je peux le dire. Moi, je suis en lien avec nos collègues, donc on a largement débordé. Donc ce qu'on vous propose aussi avec Mathias, c'est de prolonger les échanges pour les partenaires, les branches, les entreprises qui souhaiteront. Je crois qu'on a aussi quelques conseils de branche aussi avec nous ce soir. Donc on va vous proposer aussi différentes formes d'échanges. Donc, et on va vous envoyer aussi tous les éléments, toute la documentation qu'on a pu partager ce soir. Et puis, on attend vos réactions. Et on vous annonce une date. Prochaine date, le 15 mai, sur un sujet sur lequel vous en avez beaucoup sollicité. Donc, l'épisode 2 des nouveaux défis de la négociation collective avec le thème de la RSE. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci encore à vous tous et merci Mathias. Merci Béatrice. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonsoir.